Dans Critique de la raison dialectique, paru en 1960, Jean-Paul Sartre écrit « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. Il y aurait donc une forme de violence acceptable, moralement justifiée, et qui permette de répondre à la violence que l'on subit. C'est le socle sur lequel s'appuie une grande quantité de JDR. Des êtres mal intentionnés ou des créatures maléfiques s'en prennent à des innocents, et un groupe de courageux aventuriers se dresse contre eux pour restaurer la paix. Taper sur son prochain, c'est mal. Taper sur son prochain qui nous a causé du tort, ça se défend. » C'est vrai que la violence occupe une place centrale dans la plupart des JDR. Il n'y a qu'à lire une 4e de couverture pour y trouver des promesses de batailles fantastiques, de trésors fabuleux et d'aventures inoubliables. Une aventure ne pourrait-elle pas être agréable sans en passer par la violence ? La question ne concerne pas que le JDR, elle est valable dans de nombreux domaines fictionnels. Films, séries, romans, mangas, jeux vidéo. Le constat est clair, la violence est partout. Et lorsqu'on veut se lancer dans un nouveau JDR, c'est pas évident de s'en défaire. Ce n'est pourtant pas une fatalité. La sphère JDR indépendante regorge de jeux méconnus qui proposent d'explorer des thématiques différentes, en faisant l'impasse sur les combats et toute autre forme de violence. De quoi bousculer certaines idées reçues qui nous disent que sans combat, on ne s'amuse pas. Et en tant que rôliste, on gagnerait beaucoup à apprendre d'autres philosophies de jeu et à questionner nos pratiques. Le JDR a bien plus à offrir que de la violence bête et méchante. Moi, c'est Mathias, et lorsque je dépose les armes, c'est pour apprécier des conversations passionnées au coin du feu. Moi, c'est Grim. J'ai beau être fasciné par ce qui fait flipper, un peu de réconfort et d'émerveillement, ça fait du bien aussi. Moi c'est PL, et après une bataille épique, j'adore me ressourcer au temple de la câlinerie. Alors, vous en avez marre de la violence ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur la violence. Pourquoi qu'on résout des conflits comme des brutes dans le jeu de rôle ? Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Et aujourd'hui, on casse les codes. Pas d'encyclopédie, pas de Chitipédia. On va commencer par la question suivante. De quelle violence traite-t-on ? Bon, on va surtout parler de la violence qui est liée aux mécaniques de jeu et à leur création, parce qu'elle est, c'est celle qui est le plus souvent employée au sein des jeux. Et même s'il existe bien des violences autour des tables et dans la fiction du jeu, aussi bien physique que psychologique, ces sujets méritent des épisodes distincts auxquels nous réfléchissons par ailleurs, et donc nous ne les aborderons pas aujourd'hui. Du coup, ça nous amène à cette première question. Pourquoi la violence semble-t-elle incontournable dans le JDR ? Parce qu'on adore taper. Alors, ouais, ça pourrait être un premier élément de réponse, je pense. Voilà, on a répondu à la question, on peut rentrer à la maison. C'est bon, allez. Deuxième question. Deuxième question. Non, mais c'est vrai, pourquoi ça semble incontournable ? Pourquoi on a ce sentiment que, quel que soit le sujet, quel que soit l'univers dans lequel ça va prendre place, pourquoi est-ce qu'on a la certitude qu'à chaque fois ça va s'articuler autour de bastons, de combats, J'ai même l'impression qu'il y a un espoir sur le fait que cette fois-ci les combats ils seront vraiment trop balèzes, Ouais. Il va y avoir des armes ultra stylées, ça. on va tout péter alors que il y a d'autres choses quoi. C'est vrai qu'on en parlait déjà dans l'épisode sur la bagarre, mais déjà ce truc de dans les Kickstarter et tout ça c'est mis en avant, le truc de des combats fluides ou cinématiques. Voilà. Voilà, c'est un argument mis en avant maintenant. C'est vrai. On s'attache à renouveler finalement les règles de baston, à faire des systèmes de combat novateurs. Alors ça, on adore. Par contre, développer des thématiques qui sont autres et les rendre plus centrales, visiblement, c'est pas dans l'offre, quoi. Ouais, c'est pas dans l'offre majoritaire en tout cas. C'est pas dans l'offre majoritaire, parfaitement. Ouais, c'est pas le premier truc qui vient. La preuve, c'est vrai qu'on peut reprendre la 4e de couve de Donjons et Dragons. Je vais tenir le bouquin à l'endroit, ce sera mieux. Petit détail. Donc le dernier paragraphe, c'est quand même Donjons et Dragons vous emporte dans un monde d'aventure où vous explorerez des ruines antiques et de périlleux donjons, affrontez des monstres alors que vous cherchez des trésors légendaires et gagnez en expérience et en puissance lors de vos pérégrinations dans les étendues sauvages en compagnie de vos amis. Voilà. Direct, c'est va y avoir de la grosse baston, du level up et on va massacrer des trucs. La croche et l'éclair. Par comparaison, je vais lire celle de Warhammer V4 parce que ça serait quand même dommage de ne pas citer Warhammer. Exactement. Vous voyez, qui a l'air qui a l'air sobre. Il y a 3 lignes. Alors tu me dis, vous voyez, nous, oui. Ouais, mais... non. Alors, ok, je recommence. Chers auditeurs, prenez vos bouquins et lisez. Actuellement, Didascalie, Mathias est en train de brandir le livre et de montrer à ses comparses autour de la table. Vous voyez cette 4e de couverture ? Oui, on la voit très bien, Mathias. Vous la voyez ? Oui. Vous voyez comme moi, vous constatez qu'il y a peu de lignes. J'en lis 5 si on enlève la citation qui est là. Donc, on va les lire. Grâce à Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, vous retrouvez enfin le vieux monde.
Ah, ça a l'air sympathique, là, on nous parle pas de violence. Rassemblez votre groupe, créez vos, entre parenthèses, anti-héros, et préparez-vous, ah là, on va s'amuser, à vous frayer un chemin à travers la destruction engendrée par l'ignoble corruption, les intrigants et les créatures terrifiantes. Bon, voilà. c'est vrai que ça dégénère très vite. C'est quand même dommage. Non, c'est vrai que dès la 4e de couve, en fait, c'est un truc qu'on va retrouver direct, surtout dans des jeux de rôle de fantasy. C'est vrai que j'ai pas pris du Cthulhu Tech ou du Knight, mais bon, je pense qu'on... Tu veux choper le Knight? Allez, on prend le Knight pour faire une étude comparative. Didascalie Il y a pas Mathias. de 4e de couve. C'est une Donc- blague. Donc, sur le livre de base de Knight, il n'y a pas de 4e de couverture. Mais oui, c'est clair. Putain, je me sens tellement con. Tu peux passer ce livre pour qu'il ne serve à rien, s'il te plaît. Exceptionnel. Donc, pas de synopsis pour Knight, tant pis. Ouais, c'est pas on grave, fera ça. l'île Non, mais bon, Sandman, hein. peu importe. Non, mais de toute façon, On a compris l'idée. Non, mais on Bref. peut prendre Knight, ça reste un jeu. Enfin, même Knight qui, du coup, parce qu'on prenait surtout de la fantasy, mais Knight où c'est de la SF, c'est du post-apo et ça commence par le monde est en ruine. Donc, bon, c'est pareil, on est un peu. Oui, c'est on la est pas même dans la idée. joie et la bonne humeur. Donc on se rend bien compte que, sur les quelques exemples qu'on aura donnés, qui sont quand même des exemples de jeux courants, de grosses productions, dès la 4e, on se rend bien compte que la thématique de la violence, de T'as la commencé à description... jouer tôt, toi, putain. Comment ? T'as commencé à jouer tôt. Je Bon. m'étais pas rendu compte, quoi. Pourquoi ? Bah, C'est la 4e. Dès la 4e, exactement. Ouais. Bravo. Non, dès la 4e de couverture, on se rend bien compte que la thématique de la violence, elle est centrale. On nous parle de destruction, on nous parle de pérégrinations qui n'ont pas pour but d'être des randonnées contemplatives, mais qui sont bien des pérégrinations dans des environnements qui sont hostiles, dangereux. Donc le danger, la violence nous guette à tout moment. C'est ce qui semble ressortir en tout cas. Est-ce que ça impliquerait que le JDR, ce soit forcément une confrontation avec le danger ? En tout cas, on a l'impression que ça prend racine là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas refait ce background dont on parle dans l'épisode sur la bagarre aussi, mais c'est vrai que le JDR, ça reste au départ un héritage du wargame, donc c'est vrai que c'est assez logique que dans Donjons et Dragons, il y ait la baston qui soit mise en avant, puisqu'au départ, ça a été publié dans Wargamer Digest, et pas Indigest. Non, ça a été publié dans Wargamer Digest, et c'est vrai que Gary Gygax et Dave Arneson, quand ils ont publié ça, eux, ils voulaient faire un wargame dans lequel on se sente plus libre, mais ça restait quand même un wargame, donc il y a cette notion de découpage en quadrillage, de battle map et de conflit direct. C'est ça. Et puis là, ils ont surtout utilisé le système de donjon avec des pièces, là où avant c'était plus de la map ouverte globalement. Oui, Ouais. mais l'essentiel est toujours là. On a nos personnages, on a notre groupe, et puis en gros, on avance en massacrant des monstres, quoi. Ouais. Donc, Et le tant but, qu'à faire, on rajoute une dimension FX, c'est-à-dire que les monstres, il faut qu'ils soient vraiment très moches et vraiment. c'est ça. Enfin, qu'on ait envie de les taper et qu'en même temps, ils fassent un peu peur, quoi. Ouais. Donc, si on continue un petit peu notre autopsie et qu'on se décide à ouvrir l'un des livres de base de règles des jeux dont on a parlé, quelle proportion elles prennent, ces règles, finalement, qui traitent de violence et de bagarre ? Beaucoup, si on Beaucoup. compte les moves, si on compte les mouvements, Voilà. Donc, si on reprend l'exemple de Warhammer, mais la V2, cette fois qu'on connaît un peu plus sur le bout des doigts, très honnêtement, une fois qu'on enlève toute la partie des règles liées au combat, donc j'inclus la magie, parce que pour beaucoup, le but, c'est quand même de cramer des mecs. Et d'ailleurs, c'est souvent la magie du feu qui est prise Bien sûr. en exemple. C'est vrai. Je veux faire des flammes. Voilà, c'est Des ça. petites boules de feu. Super. Ouais, c'est vrai. Mais si on enlève tout ça, on enlève l'équipement, on enlève armes, armure et tout, il reste quand même pas grand-chose. Qu'est-ce que le jeu a à proposer au Un fond mec tout nu. Voilà. Dans Ah un bon monde. Dans un- Bah oui, si tu retires les équipements, déjà, le gars, il a froid. Et puis, s'il n'y a pas de donjon, enfin, il n'y a pas de raison qu'il y ait de donjon, puisqu'il n'y a pas de baston, donc il va être dans la forêt. C'est un elf simulator, quoi. Sans arc. Oh, putain. Yes. Voilà un nouveau projet dont tu nous parleras bientôt. Oui, Phil. c'est ça. Oui. Donc, bon, on se rend quand même compte que il nous reste finalement pas grand-chose au fond. On va avoir un peu de lore, on va avoir un peu de géographie, parce qu'il faut bien... Ah oui, il faut enlever le bestiaire aussi, parce que Oui, bah oui, faut la enlever une finalité partie du bestiaire, c'est quand même de donner un peu de couleur aux choses qu'on va massacrer. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, quand on regarde les bestiaires, on a alors voilà, telle créature qui vit dans tel environnement et tout ça, puis là, un tableau stat. Ah oui, parce que il y a un moment, il faut qu'on prévoie de lui taper dessus quand même.
Ouais, c'est ça. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Parce qu'on part du principe que forcément elle va nous taper dessus. Bah oui, elle est là pour ça. Ce qui est. Oui, initialement oui. Après, c'est toujours au choix du MJ d'utiliser un ressort scénaristique pour dire ah bah vous voyez ce grand immonde de Nurgle qui vous fonce dessus avec sa chair putréfiée et en fait tu peux juste dire il vous dit bonjour. Oui, enfin bon. Mais tu peux toujours trouver des ressorts de MJ pour contourner cette violence. Mais le truc, c'est ce dont on se rend compte, c'est quand même que le jeu est organisé autour de ça. Le jeu veut te faire ça. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet d'un des lives d'Atlas sur la violence. C'est quoi Ça, le titre c'était exact ? comment nourrir des récits non violents Voilà. en JDR. Comment nourrir des récits non violents en JDR. Il parle exactement de ça, du fait de faire cet exercice-là. Prenez un livre de règles, enlevez tout ce qui a trait au combat, voyez ce qui vous reste. Et là, vous voyez si, dans l'intention des créateurs du jeu, il a été question d'essayer de développer autre chose que du combat ou des thématiques violentes. Et pour reprendre mon comparatif, je parlais tout à l'heure du contenu de Warhammer Fantasy V2, qui est paru en 2005. Si on regarde ce qui se passe dans la V4, dans le livre de règles de la V4, paru en 2018, donc bien longtemps après, on note quand même, après avoir ôté tous les systèmes de combat et de violence, que finalement, il y a quand même un pan d'univers qui a été développé, en tout cas un pan de jeu qui a été développé, qui était absent complètement de la V2. C'est toute la partie position sociale. C'est-à-dire que nos personnages, enfin le livre de règles nous pousse à considérer la position sociale de nos personnages et comment ils interagissent en société les uns avec les autres par le biais de cette condition. De la même façon, la carrière qu'ils occupent, c'est une activité qu'ils peuvent exercer en dehors des missions, donc pour gagner de l'argent, pour obtenir des faveurs, pour finalement nouer de la relation avec d'autres personnages ou avec des PNJ. Donc il y a une dimension beaucoup plus politique, sociale, qui est mise en avant. Ce qui est bien, c'est déjà une progression. Ça n'enlève pas le fait qu'on ne joue pas Warhammer V4 pour faire du blabla dans la rue, on est bien d'accord. Ouais, non, pas souvent. Après, ça ne nous dit pas concrètement, bon, même si effectivement c'est un fait et ce sont des bonnes alternatives et des bonnes évolutions, en l'occurrence. Ça ne nous dit pas pourquoi c'est presque Omniprésent. presque indispensable, j'ai envie de dire. C'est vrai. Pourquoi ça a l'air indispensable en tout Ouais. cas, c'est bien connu. Enfin, quand il n'y a pas de bagarre, on se fait chier. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, quand je me bats pas, Les journées sont longues. C'est Ah. pas... Franchement, c'est quoi ton métier? Je suis boxeur professionnel. Ah bah oui, mais en même temps. mais entre Non, les mais combats, c'est je vrai. m'emmerde. C'est vrai que ça fait partie des arguments qu'on peut voir, qu'on peut lire, entendre. C'est le combat, ça donne du rythme, et puis sinon, on s'ennuie un peu, quoi. C'est ça. Donc en fait, là, c'est un argument qu'on retrouve dans le fameux live d'Atlas sur la question de la violence. C'est que finalement, la violence, c'est synonyme d'action. Comprendre par là, s'il n'y a pas de violence, on s'emmerde. Oui, et il n'y a pas d'action sans violence. Et il n'y a pas d'action sans violence. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas du combat, finalement, c'est relativement indigne d'intérêt, comme on vient de le dire, on s'ennuie. Ouais, voilà, comme nous trois autour de cette table maintenant. C'est ça, parler, c'est chiant, c'est un truc qu'il faut dire dans un Alors que podcast. quand on se détruit les tibias sous la table, là c'est bien. Là on Oui, c'est s'amuse. vrai. En fait, on le dit pas, mais il y a de l'action pendant ce podcast. Exactement. Alors, ça pourrait être une action sympa, du genre on essaye de faire des acrobaties avec les micros et tout en tenant les micros et en continuant à parler avec un débit normal. Ouais, 20 000 balles le matos, Ouais. bon, voilà. Très belle roue d'ailleurs, PL. Non, mais plus sérieusement, ce postulat, il est quand même triste parce que il y a quand même bien d'autres choses à faire en jeu de rôle. Même dans les jeux qui s'orientent autour de combats épiques et autres, on gagne quand même à décrire des scènes de voyage, à prendre le temps de discuter. Ouais, si c'est le combat qu'on attend, le fait que à côté de ça, il y ait des scènes bien léchées de description, de voyage, de discussion au coin du feu, elles vont donner encore plus de relief et d'importance à ces moments de combat. Donc ça prouve quand même que c'est important et pour certains, c'est même primordial en fait. Parfaitement. Ça serait complètement réducteur et c'est ça qu'on a tendance à perdre de vue. Mais c'est curieux quand même cette attente qu'on a en permanence autour de la baston, autour de la violence, parce que finalement, il y a bien quelque chose qui doit nous exciter derrière tout ça. C'est sûrement parce que c'est un exutoire et qu'on a envie de se relâcher, Eh bien, il y a vraiment de ça. de se délester. De se délester. Et tu n'es pas loin, parce que effectivement, c'est quand même une thématique qui est questionnée depuis très longtemps, depuis l'Antiquité en fait, par Platon et Aristote.
Ça ne va pas devenir un cours de philosophie, je rassure tout le monde. Ah, je les connais, super groupe. Tu les connais, ouais, très, très bon groupe. Mais Platon et Aristote définissent finalement ces questions-là, qui sont les questions de la représentation de la violence notamment. Aristote, par exemple, qui est un philosophe grec, il le théorise dans la politique. Et ça porte un nom qu'on entend assez souvent, qui est la catharsis. Qu'est-ce que ça À tes signifie ? souhaits. Merci. Donc c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. La catharsis, en fait, c'est simplement la purgation ou la purification des émotions. Ça veut dire que quand on s'identifie à des personnages, on vit un petit peu par procuration ce qui leur arrive. Pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit crédible. C'est-à-dire que, par exemple, au théâtre, si on prend le contexte antique, sur scène, peuvent se jouer des pièces comme Oedipe, où le mec... C'est vraiment fait pendre par les pieds pour qu'il soit détruit. Non, par Non. contre, dans l'histoire, Oedipe, il couche avec sa mère, il tue son père, il se crève les yeux. Bon, il le fait pas vraiment sur scène, mais c'est Le lâche. représenté. Ah, le lâche. C'est un mauvais acteur. Ah là là. C'est un Ça, c'est mauvais pas acteur. d'acteur studio. C'est ça. Mais c'est représenté et rendu crédible. Donc ça crée une représentation à laquelle on peut s'identifier, on pouvait s'identifier. Il faut que ça reste crédible. Et donc il faut que ça imite le réel. L'imitation du réel, c'est ce que Platon, lui, appelle la mimésis. On retrouve le verbe mimer dedans. C'est vraiment imiter le réel. Parce qu'évidemment, sinon, c'est pas crédible, on ne peut pas se projeter, et donc ça ne fonctionne pas. Ça ne s'applique pas qu'à la violence. L'acte cathartique, c'est pas que pour la violence, mais c'est éminemment concerné par ça. Mais le but, c'est de purger donc les émotions. Et donc, quand on regarde, ça existe encore aujourd'hui, quand on regarde un film, une série, peu importe, ou même en lisant, ça arrive, et qu'on ressent du stress, par exemple dans un thriller ou quelque chose comme ça, ou du soulagement quand le héros est sauvé au dernier moment, ou de la pitié parce qu'on nous décrit quelque chose de très misérable, c'est bien des émotions que l'on ressent par procuration. Donc, Aristote nous dit que, en fait, ces représentations qui nous inspirent des sentiments, c'est forcément moins intense que la réalité. Et donc, ça induit une distance. On sait que c'est pas réel, c'est de la fiction. C'est ce qui rend les choses supportables. Là où il y a un petit désaccord avec Platon, quand il définit la mimésis, il dit « Oui, mais alors attendez, les gars, parce que c'est dangereux. » En montrant comme ça l'exemple de façon aussi réaliste aux gens, on a peur, on pourrait craindre qu'ils ne se mettent à imiter eux aussi, puisqu'on leur montre un exemple. C'est un peu tout le problème. Oh, les moutons. C'est vrai que c'est un peu toute la difficulté du truc. Et c'est vrai que j'ai quand même la sensation qu'avec le jeu de rôle, on fait un mélange des deux. Parce que du coup, on reproduit, comme c'est nous les acteurs de ce qui se passe dans le jeu, on reproduit ce qu'on voit dans la fiction dans un jeu, Dans mais une du autre coup, fiction. dans une autre fiction. Ouais. On va de la fiction à la fiction et en même temps, on s'en sert. C'est bien parce que je bouge les mains alors que personne ne me voit, à part vous deux. Mais en même temps, du coup, on va aussi se purger un peu en faisant ça. C'est vrai qu'il y a une espèce de mi-chemin entre les deux. Et peut y avoir ce côté, alors on revient saoulé d'une journée de boulot, il y a des choses qui se sont mal passées, allez, je vais tabasser des gobelins dans la fiction. Ouais, ça va me détendre. Ouais, ça va me détendre. Bon, c'est vrai. En pensant à chaque gobelin comme étant soit ton supérieur, soit... Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui t'a beaucoup énervé. Mais- Est-ce qu'on changerait pas le terme de JDR en fixception ? Fixception. Ah bah oui, on Pas fait mal. une fiction dans une fiction. On fait de la fixception. Pas mal. C'est Ça pas vous mal. va Ouais, Bien c'est vu, vrai. c'est très Ok, bien. bon C'est très bien. échec critique, le podcast qui aborde la fixception sans pression. Ça va être compliqué. Non, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est une question qui est traitée depuis malgré tout très longtemps, et que c'est vraiment cette question de la représentation qui nous permet à nous Mm. de vivre des émotions par procuration. Quand on parle de catharsis, ça me fait toujours penser à cette époque, sombre époque d'Internet, du moment où il y avait des jeux flash un peu qui pullulaient Ah oui, un peu oui, partout. oui. Il y avait plein de Ouais. sites, les Armor Ouais. Games, jeux.fr et machin. Ouais. Sur tous ces sites de jeux flash, il y avait toujours une catégorie défouloir. C'est vrai. Genre le jeu devient un punching ball et c'était toujours des trucs très violents et assez brutaux et Et vraiment souvent bêtes. très moche aussi d'ailleurs. Et ouais, C'est les vrai. jeux flash c'était souvent très Genre moche. frappe ton Ouais. patron ou des trucs comme Ouais, ça. c'est ça, ouais, où tu avais des listes d'armes et des trucs comme ça et c'était c'est vrai que là c'est le penchant un peu extrême de ça quand même. Mais voilà, ça existait, il y avait quand même cette volonté là un peu de dire vas-y, je vais me défouler sur un jeu à la con sur navigateur quoi. Cette question de la crainte de la mimésis, d'ailleurs, c'est un débat moderne. Quand Oui. on dit les jeux vidéo rendent violents,
C'est des trucs qu'on entend quand même depuis Depuis déjà depuis beaucoup très trop de temps longtemps. en fait. Très très moderne. Ouais, très, maintenant, très il y a même- moderne. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un débat qui revient de temps en temps, alors que ça a commencé dans les années 2000 avec ils jouent à GTA, ils vont devenir fous, alors que aujourd'hui ça a été démonté par pas mal de psychologues, etc. Enfin plein de psychiatres et tout. Mais il y a toujours de temps en temps quand même dans les médias des gens qui vont se ramener en disant oh regardez ce jeu va rendre les gens violents ou alors Oui. les jeunes en tout cas parce que c'est toujours les jeunes. Hein, la Oui, cible. bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est vrai que dans les années 50, il y a eu ce truc-là avec les comics. Dans les années 80, le JDR, c'était pas tant la violence que ça va devenir des satanistes. En Ouais, gros, c'est hein, ça. ils s'enferment tous avec leurs livres et leurs figurines bizarres et tout Ouais. ça, où ils jouent des magiciens, ça va pas du tout. C'est ça, des satanistes en Ouais, puissance. ouais. Pareil, on a expliqué que pour la fusillade de Columbine, que la raison pour laquelle les tireurs sont passés à l'acte, qui étaient donc 2 jeunes adolescents, c'était parce qu'ils écoutaient Marilyn Manson et parce qu'ils jouaient à Doom. C'était ça Ah oui. l'explication officielle, ce qu'on relatait allègrement dans les médias, c'était donc la faute de la musique et du jeu vidéo, quoi. Alors moi, ce que je trouve triste, c'est que s'ils ont confondu la réalité avec Doom, c'est qu'ils avaient vraiment une vision du monde très dégueu, assez dégueu. C'est vrai, quand le moment où tu shootes des martiens et celui où tu vas shooter tes camarades de classe, bon. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est une chimère vraiment vieille comme le monde. Oui, c'est ça. Ces choses-là existent. Hein, après, ces phénomènes de mimésis peuvent exister, mais c'est que généralement, il y a quand même quelque chose de plus ancré. Et bien sûr, c'est ça, c'est que il n'y a c'est, jamais qu'une cause. Ouais. De toute façon, il y a des terrains. Mais le vrai constat pour nous aujourd'hui, c'est quand même que finalement, cette question de la violence comme divertissement, c'est présent partout. Donc c'est présent dans toutes les fictions qu'on consomme. Même au-delà des fictions, hein, dans les médias, on nous montre de plus en plus de choses violentes. La recherche de l'image la plus choquante pour buzzer et surtout pour satisfaire le spectateur. Quoi. C'est ça. Enfin, on n'a qu'à le voir juste dans le cinéma quand on parle de films d'action. En Ouais. fait, c'est un film où il va y avoir de la baston à mort. Et d'ailleurs, pour un truc qui fonctionne bien en parallèle avec le jeu de rôle, du coup, et par rapport surtout à la 4e de couverture de Warhammer Fantasy Alors 4. moi, je suis pas tout à fait d'accord sur la définition du film d'action parce que Forrest Gump, il court tout le temps. C'est de la putain d'action et pour moi, c'est pas du tout violent. Je trouve ça même inspirant. Alors malheureusement, j'ai pas vu Forrest Gump, ça fait partie des trous dans ma culture ciné. Après, je sais pas s'il est classé comme ça, en tout cas par les. Voilà, c'est ça. Absolument pas. Mais Non, tu mais peux c'est trouver que c'est de l'action, c'est pas. Mais c'est dans nos attentes, en fait. Ouais. Par film C'est- d'action, on Ouais. veut voir des trucs qui explosent, on veut... C'est ça, et du coup, y a oui, des attentes. pour faire le parallèle avec le jeu de rôle, c'est vrai que les films de super-héros sont des films d'action, et c'est là que ça rejoint ce que la 4e de couverture de Warhammer Fantasy V4. Ça fait beaucoup de 4. Justement, c'est un héros, genre c'est quelqu'un qui va tabasser les méchants et qui va être violent. Même si aujourd'hui il y a ce truc de. Aujourd'hui dans les comics, il y a les super-héros ne tuent pas. Bon, ils défoncent quand même des gueules. Même si c'est vrai qu'après avoir lu des comics de super-héros où justement ils tuent jamais, quand je suis retombé sur un film à la John Wick où le mec il bute 200 personnes, j'étais un peu. Ah, ça fait bizarre. Là, d'un seul coup, ça me fait bizarre de voir quelqu'un buter autant de gens, même si ça reste toujours très violent. Ouais, il y a un décalage. Ouais, il y a un. Mais il y a ça un pose truc aussi chelou. la question de la gradation de la violence. C'est-à-dire, on pourrait avoir l'impression que c'est beaucoup plus acceptable Oui, d'avoir un super-héros qui ne tue pas, d'accord, très bien, bravo, mais qui tabasse des mecs quand même. ouais, Ça induit qu'il y a une forme de violence justifiée. ouais. Ouais, une morale. Une morale, c'est Ouais, il y ça, a c'est une une morale, violence c'est ça. morale, Mm. au fond. Et c'est un thème intéressant qui est abordé que dans certains comics, malheureusement, mais qui est quand même abordé. C'est qu'ils appellent, alors en anglais, ils appellent les super-héros des vigilantes. Mhm. Donc ça se traduit par justicier, mais du coup ça marche à moitié. Mais en gros, c'est Les des gens- veilleurs. Ouais, les veilleurs. Mais en fait, c'est parce que il dit, enfin, pour beaucoup, l'argument anti-super-héros, c'est généralement c'est quand il y a quand même des méchants entre guillemets qui sont contre les super-héros. Mais leur argument, c'est des types qui se costument, on sait pas qui c'est, et ils font justice selon leurs critères à eux. Ouais. En fait. Bon, déjà que la loi, c'est pas forcément un critère très comment dire, qui peut être discutable, mais en plus, si le mec il commence à faire vraiment ça tout seul dans son coin, là, ça devient vraiment. Bah, c'est le problème. Mais du coup, est-ce que ce serait pas une représentation des désirs cachés de certaines personnes qui refusent de suivre la loi et qui se disent ah putain le super-héros il est trop stylé parce que lui il s'en fout de la loi, il est au-dessus de la loi. Il y a ce côté-là, ce qui donne un côté badass. D'ailleurs, Eh oui. ouais, Ce qui participe à le rendre effectivement charismatique. ouais.
Mais par là même, on glorifie pas la violence directement, mais ça paraît être un moyen parfaitement OK, puisque moralement justifié. Et c'est quand même un problème. On se rend bien compte que même si on essaie de limiter la violence dans nos jeux, dans nos JDR, la multiplication des exemples et de leur présence, même avec des degrés de violence divers, bah, ça nous pousse malgré tout à régler le moindre de nos conflits par de la violence. Alors qu'elle soit physique ou verbale, mais ça crée des situations où, globalement, on est encouragé à le faire en jeu de rôle, quoi. Ouais. C'est On pas glorifie pas la violence en elle-même, mais plus la défiance, j'ai l'impression. Oui, Mm. oui, c'est vrai, ça marche. C'est Ouais. juste le fait de se dire que il y aura un instant intéressant à partir du moment où on va choisir de s'opposer Oui, à quelqu'un, que ce soit OMJ qui nous fait une proposition ou un autre un autre PJ, PJ, ouais. même un PNJ. Enfin, globalement, c'est cette volonté de défiance qui nourrit un peu ça. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tout conflit, évidemment, de nos parties, hein, mais c'est juste qu'il faut peut-être être un peu plus inventif et arrêter de suivre le bête réflexe je sors mon épée, je le zigouille, je continue l'aventure. Parce que C'est vrai. Mais d'ailleurs, dans le JDR Alien, il y a un côté qui est assez intéressant, c'est que dans ce jeu, bon, c'est un jeu qui reste violent, au moins psychologiquement, parce que ça reste un jeu d'horreur. Hein. Bien Alien, sûr. c'est des films d'horreur. Mais le meurtre de sang-froid, alors à part de xénomorphes ou de trucs d'extraterrestres, mais le meurtre d'autres humains de sang-froid est pénalisé dans le jeu. En tout cas, tu peux pas tuer quelqu'un comme ça sur un coup de tête en disant bon ben je sors mon pistolet, je lui tire dessus. voilà, il y a des Et conséquences dans le jeu. Il y a des c'est conséquences Et à dans ce le jeu, moment-là, dans le les MJ te regarde, il mécaniques. fait ah ouais, ah Ah, franchement, bravo. Ah, j'adore ton style. je suis vraiment content que tu l'aies fait parce que là, même moi, j'en avais marre de jouer de ce PNJ. Ouais, non. Et c'est vrai que c'est déjà un début, je trouve, de montrer. Parce qu'en fait, le fait que ce soit inclus dans les mécaniques, ça montre déjà que, bah oui, le meurtre de sang-froid, en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Mhm. Et c'est pas parce que t'es dans tel contexte ou quoi que tu peux buter des gens sans Bien sûr. même de toi-même te dire ah bah c'est pas grave, allez, on C'est continue. ça. Moi, j'interprète ça comme une tentative d'encadrer la violence, Oui. finalement. C'est-à-dire éviter... Enfin, ça ne l'encourage pas, d'une part, en tout cas, pas ce type-là de violence, mais ça n'en fait pas pour autant un jeu non-violent, comme tu l'as dit. Oui, Hein, oui. on est bien d'accord, on est quand même là pour qu'il se passe des choses relativement horrifiques et de temps en temps dézinguer des aliens, quoi, parce que c'est quand même le nom. Quand on joue un Marines, ouais, Voilà. c'est un peu le délire. Non, mais c'est qu'il faut quand même se rendre compte que le fait de normaliser, d'avoir une violence qui est normalisée, justifiée moralement et globalement encouragée, ça n'aide pas à aborder les situations autrement que par ce biais. C'est bien ce dont on se rend compte. Ça reprend l'adage de quand t'as plus de mots. Ouais. La seule solution, c'est voilà. La c'est réponse de des taper. faibles. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il n'y a pas, finalement, au-delà de ces facteurs culturels, fictionnels, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, selon vous, qui accentuent ou qui excitent notre goût pour la violence ? Ah, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais il y a ce côté héros. Enfin voilà, pour revenir sur les 4e de coupe de Warhammer Fantasy V2, on nous dit qu'on est des héros, alors que c'est vrai que à partir du moment où la violence est valorisée, genre même dans Donjons et Dragons où ils parlent d'aventuriers, je trouve ça un peu plus juste parce que c'est vrai que les aventuriers, en fait, c'est un peu des espèces de mercenaires, des mecs qui vont aller piller des donjons et qui vont aller tuer des trucs, enfin des créatures diverses ou d'autres personnes parce que c'est des méchants, c'est des bandits. Il y a cette notion de ah bah si t'es un paladin loyal bon, alors si tu croises une créature mauvaise entre Ouais. guillemets, Ouais. bah tu dois la buter, genre et c'est valorisé. Et c'est vrai que bah, c'est difficile en fait de se dire ouais je suis le héros quand tu commences à tuer des trucs parce que soi-disant il faut, alors Oui. que le truc t'as potentiellement rien fait de mal, C'est n'a ça. potentiellement rien fait de mal en fait. C'est ça. Donc là, c'est effectivement, il y a la valorisation dans l'activité. Pareil, le système de récompense, en fait. Quand tu as nettoyé le donjon et que tu as zigouillé tous les monstres, eh ben, c'est le moment où tu es récompensé par des trésors, par de l'expérience, par des armes, par ce qu'on veut. Donc c'est mécaniquement, effectivement, encouragé dans le jeu. Et fun fact non, c'est un fact tout court, mais moi j'ai jamais compris la logique de je vais taper 12 000 gobelins, je vais avoir plein d'XP, bah, je vais utiliser cet XP pour augmenter mes stats d'intelligence. Oui, c'est vrai. Du coup, ça aussi, j'ai l'impression que ça valorise le... En fait, on valorise la prise d'expérience, et la prise d'expérience, elle est globalement représentée par le fait de taper des trucs. Oui.
Mais c'est parce que tu sais bien, en fait, tu vois, avant de partir au combat, tu te lis un bouquin de philo, par exemple. Et puis après, en fait, quand tu es dans le combat, c'est le moment où Ou tu tu te tapes avec le défoules un bouquin. peu. Tu te défoules un peu, tu te vides l'esprit. Et tu as le temps, tu vois, pendant que tu zigouilles des gobelins, tu processes, en fait, ce que tu as lu. Tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose, voilà. Et après, comme ça, quand tu ressors de là, hop, c'est bon, tu as gagné des points d'intel. Tu as une meilleure répartie. C'est comme ça que t'as réalisé le bac, toi ou... Ah bah oui. Pas mal. Et dans les facteurs extérieurs, parce que là, il y a effectivement les systèmes internes au jeu Ouais. qui encouragent ça. Mais PL, tu parlais tout à l'heure de tout le traitement médiatique. Il y a quand même un traitement particulier de la violence dans les médias, alors que ce soit aux heures de grandes écoutes sur les journaux nationaux, ou que ce soit sur des émissions carrément spécialisées. Comme tu disais tout à l'heure, on sent bien que c'est un peu la course à l'image sensationnelle, quoi. Bah oui, mais c'est justement pour toucher le grand public, il faut un petit peu alimenter une espèce de curiosité malsaine qui est inhérente à la façon d'être en général. Hein. Enfin, c'est assez étrange. Hein. Je vais donner un exemple à la con, hein, mais et là ça parle pas de violence, mais plus le fait d'être témoin d'une action. Ouais. Je déteste le foot. Enfin, je déteste regarder le foot, mais par contre, quand je me retrouve devant un match parce que je suis chez des potes qui regardent, je peux pas m'empêcher de ne pas regarder la balle. Oui, De ne pas regarder les gens jouer, faire leurs passes, faire leurs actions, et alors que je m'en fous complètement, quoi. ouais, mais t'es malgré tout happé par effectivement par ce qui se passe. Bah là, c'est un peu pareil. C'est aussi l'exemple usé jusqu'à la moelle de l'accident. Quand il y a un accident de la route, il y a des bouchons de curiosité parce que les gens, ils passent lentement, ils ralentissent, ils regardent. Donc ça se fonde aussi là-dessus. Mais ça participe quand même à banaliser une violence. Enfin, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un exemple des plus parlants. Mais le problème, c'est pas d'en parler. Le problème, c'est La d'aller- façon dont on en parle. la façon dont on en parle. Faire de l'image. Aller au cœur du truc avec avec une volonté journalistique d'être sur le terrain. Mais il y a un nombre de détails, Qui franchement, sont pas nécessaires. qui sont pas Après, nécessaires. Il y en a qui te diront le contraire, qui te diront Oui. qu'on a besoin de ces détails pour que les gens se rendent vraiment Bien compte. sûr, mais Sauf c'est un que- vrai débat. Enfin, sauf que t'as pas besoin de te faire torturer pour te rendre compte que la torture c'est horrible. Exactement. Et ça, c'est sur les journaux et sur le traitement médiatique. Mais il y a aussi toutes ces émissions, les enquêtes d'action et autres, où on va suivre des brigades de police en intervention, où là, ce qu'on traite, c'est pas du tout la question du crime, d'où vient le crime, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Là, la question, c'est juste d'avoir de l'action et de voir les mecs se faire coffrer. Ah bah, le problème c'est que s'il traitait justement l'origine du crime, ce serait pas glorieux pour... Probablement pas. Mais tout ça, c'est un petit peu inspiré aussi de ces émissions américaines, les cops et autres, où on voit les courses-poursuites de ouf. Ah ouais. Et là, le but, c'est juste l'action, c'est d'en faire un bon show. Donc, c'est vraiment un empire du divertissement et de l'audience fondée sur la violence. Ce qui est quand même assez... Aberrant. ouais, Oui. pour le Mais moins. C'est vrai que du coup, voilà, on reproduit de la violence dans le jeu de rôle, alors qu'en fait, il suffit d'allumer la télé ou d'ouvrir sa porte pour potentiellement y assister. D'ouvrir sa porte, c'est le mec le matin il ouvre sa porte. Ah ouais, bon bah. Ah ouais, Ah bah. oh là. Ah, aujourd'hui, c'est. Oh, Ça d'accord. tapasse bien, hein, ça tapasse bien. Hein. Non, mais c'est vrai, enfin, tout est violent, quoi. Mm. Tout est violent, mais tellement banal. C'est tellement habituel Mm. que c'est intégré, on l'intègre. Après, Le dans fait. dans le goût pour la violence, il y a aussi le fait qu'on soit. Souvent, on parlait de films d'action et tout ça Mm. tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce côté violence stylisée. Oui. Avec, je pense que le top du top, ça reste quand même les mangas shonen neketsu de baston, où là, on est vraiment dans de la violence, tout est méga stylé, Des ils gueulent des noms techniques, d'attaque, ouais, c'est ça. C'est Même si... le moment où ils lâchent leurs meilleures planches, leurs plus beaux dessins. Ah là... Tout le reste c'est dégueu, mais sur une planche de combat, là ils y vont. Ah bah quand on regarde One Punch Man, il y a carrément les séquences qui ressemblent à de l'animation et où c'est incroyable, ou Demon Slayer récemment, où pareil les séquences de baston dans l'animé, c'est un truc de malade, où là les mecs ils ont mis tout le budget animation là-dedans et ouais c'est un peu ça. Après en y réfléchissant j'ai capté aussi que, enfin j'ai l'impression que dans, on va dire les shonen, on va dire on prend Naruto pour exemple, généralement les combats c'est un peu une espèce de dialogue quand même. C'est-à-dire que le combat est là pour imager
un débat très très intense. Ouais, d'accord. C'est généralement les mecs qui se tapent dessus, mais ils se parlent en même temps. Enfin, il y a quand même beaucoup de dialogue pendant qu'ils se tapent dessus. Oui, parce que bon, Et, ils vont tellement vite qu'ils ont le temps de s'ennuyer, donc Ouais, il faut ça. bien combler un Non, peu. mais et ils puis, échangent sur bon. des idées. Enfin Ouais. voilà, et généralement c'est quand même une espèce de débat. C'est juste que bon bah allez, Naruto c'est des ninjas et du coup ils savent se battre et du coup ils se mettent sur la gueule. Alors que Yu-Gi-Oh, ils savent quoi faire. C'est l'heure du duel. Et voilà, là on est. Ah, mais on ils y se parlent beaucoup. Ils se parlent beaucoup ils aussi. se parlent est. beaucoup Ouais, pendant les duels dans bon, Yu-Gi-Oh. Et puis c'est vraiment je vais gagner parce que j'ai des amis. Bah, enfin le dialogue, on va dire que pour faire très très cliché, c'est vrai que le dialogue de base du combat de shonen, c'est quand même non mais c'est bon, on va pas faire que se battre non plus. Il faut discuter, on va devenir amis. Non mais ça sert à rien les amis. Moi je vais vivre tout seul de toute façon. Gna gna gna. Les gens ils m'ont abandonné. De toute façon vous êtes tous nuls. Et puis Et c'est puis l'heure du l'autre- goûter. Et puis l'autre, mais non, enfin, l'amitié, c'est la vie, c'est cool et tout. Et puis à la fin, le héros, il gagne, il dit, bah ouais, j'ai gagné parce que j'avais des amis. Bon, dans Yu-Gi-Oh, ça fait un peu bizarre. Moi, je pense que c'est parce qu'il a bien mélangé son deck ou parce que il a eu un peu de chance. Mais Il a hacké le distributeur de cartes. bah, et quand tu vois que les mecs, à chaque fois, vraiment, le tour où ils en ont besoin, ils piochent toujours la carte qui leur sauve la situation. Ah, le top deck. Ah ouais, le top deck en permanence, c'est infernal. En tout cas, c'est encore une illustration, effectivement, du fait que ce soit encouragé. C'est Ouais. stylé, ça nous fait plaisir, parce Ouais. que voilà, il y a un traitement qui est particulièrement graphique, particulièrement soigné. Et encore une fois, donc, on s'encourage, quoi. Non, mais c'est vrai que dans ce truc de s'il n'y a pas d'action, on s'ennuie, et s'il n'y a pas de bagarre, on s'ennuie. Je vais pousser un peu le truc, désolé, j'appuie l'argument, mais Yu-Gi-Oh! Dans le genre, c'est quand même assez puissant, parce que même si c'est un jeu de cartes, c'est pas violent. Bah non, parce que si le mec il tombe à 0 PV, il se fait couper la main, ou il Oui, perd les deux jambes, c'est ou ça. il meurt. Tu vois, il y a des moments où c'est carrément celui qui perd, il meurt. Ouais, Et il tu perd fais, son mais non, âme, les ouais. gars. Ouais, oui. Oui, Non, il y en a, il perd son âme, ou alors il se noie, ou alors, tu sais, il y a des scies circulaires, et à chaque fois qu'ils perdent des PV, la scie circulaire, elle se rapproche de leur tête et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, il y a vraiment des passages comme ça dans le manga. Ok, d'accord. Ouais, je l'ai pas lu. Je crois qu'on n'a pas lu la même chose. Ah, T'es c'est sûr je t'assure, le Battle City, c'est n'importe quoi. Bon, mais Mais bon, voilà, mais c'est pour rajouter le fait que il y a cette omniprésence de la violence et limite, C'est ça. ça rajoute de l'enjeu, ça rajoute quelque chose, alors que il n'y a pas forcément besoin de ça. en ça fait. serait pas assez dramatique autrement. Donc si notre vie n'est pas en jeu, Voilà, Ça c'est n'a pas aucun intéressant, intérêt. exactement. C'est C'est ça. Oui, c'est ça, vrai que c'est un ce- peu le message qu'il y a C'est derrière voilà, ça. c'est en un fait. peu se confronter à la mort quelque part. bah, Ouais. j'y repenserai la prochaine fois que je jouerai du piano. Oui. Voilà. Il faut jouer pour ta vie. Si je fais une mauvaise note, je me tranche la gorge. Et en même temps, c'est peut-être comme ça que tu joueras le mieux. Ta vie en dépendra tellement Ah que tu vas bah, devoir oui, mais déployer t'as des pas- traisords de. Si t'as qu'un seul essai, le problème c'est que bon, c'est- Ouais, t'as pas le temps de fixé, quoi. t'améliorer en plus. soit L'échec, t'es bon, soit t'es mort. c'est Donc, ça, c'est ce stade où l'échec n'est plus une option. Putain. Ouais. Bon, Bon, on n'est pas on obligé d'être s'écarte aussi un peu dramatique. on s'écarte un peu du Non, sujet mais aussi, du coup, avec toute cette surabondance de violence, cette omniprésence, ce traitement qui est valorisé, on peut comprendre qu'on finisse par ressentir un écœurement léger au bout d'un moment, pour le moins, et qu'on veuille peut-être explorer, en tout cas en jeu de rôle, autre chose, ouais. et qu'on se porte naturellement vers d'autres contenus qui n'encouragent pas forcément ça. changer le contenu de ce qu'on connaît pour Oui, c'est ça, Voilà. retravailler. Ou le adapter contenu. le retirer contenu. comment dire, retirer le combat ou Voilà, en tout pour cas qu'on le puisse- modifier. Pour qu'on puisse toujours faire son Legolas et être super balèze au tir à l'arc sans que la finalité du geste ce soit la mort de quelqu'un. Voilà, Oui. pour la beauté du geste. Voilà, on peut rester un super archer et tirer sur des cibles, ça se passe très bien. Voilà. Il y a plein de gens qui font ça au JO d'avoir des et flèches, tout. tu tires des carottes. Et, voilà. Et tu nourris des lapins. Et Voilà. Voilà un beau jeu Ouais, faut non pas que violent. faut pas que la carotte elle arrive trop vite parce que sinon ça fait un truc un peu. Là, ça devient brutal. hein. Si t'es pas à la bonne distance et que t'as une carotte qui te rentre dans la gorge d'un seul coup, Ça se passe pas bien. bah, c'est Mais ça. pourquoi Ça devient violent autrement. Ah, C'est-à-dire partons qu'il du t'étouffe. principe que s'il n'y a pas de violence, ils ont des coussins d'air intégrés, et voilà, des airbags pour carottes. Anti-carotte. Super. Des amortisseurs de carottes. Bon alors, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la Non. sphère, d'accord, la sphère JDR indépendant. C'est le moment. On peut parler de la sphère JDR indépendant. On peut dire qu'on a découvert toute une liste de jeux grâce au site C'est pas du JDR de Mathieu B, puisque Mathieu B a fait une liste, a dressé une liste de jeux ouvertement donc non violents dans leur mécanique, dans leur écriture. C'est ouf ça, on l'a pas payé, il a bien bossé pour nous quand même. hein. Ah, On c'est en vrai qu'en profite. plus c'est assez drôle parce que c'est une liste qu'il a publiée il y a peu de temps. Ouais. En fait, c'est pendant qu'on préparait cet épisode, en fait, on voit ah bah tiens, Mathieu B a posté une liste de jeux non violents. Tiens, à être là, ça fait un live sur Ouais. comment nourrir des récits non violents en JDR. Erwick a fait un thread, thread aussi, sur sur Twitter Twitter. avec une liste de jeux non violents.
Voilà. Et tiens, si on était originaux. Et non, mais c'est drôle parce que c'était vraiment pendant qu'on préparait Eh cet oui. épisode. quoi. Ouais, Ça, ouais, c'est donc il y bien, avait. C'est amusant, ouais. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a pu échanger un petit peu, même sur Twitter. On a questionné un petit peu ce rapport-là, finalement, à la violence dans les jeux. Et c'est un sujet qui semble concerner vraiment pas mal de monde. Il y a des gens qui en reviennent, des JDR trop violents. Il y a des gens qui aiment alterner, il y a des gens qui n'aiment que ça, peu importe. On n'est pas en train de dire, enfin, voilà, qu'on nous comprenne bien, on n'est pas en train de dire arrêtez la violence et arrêtez de jouer à des JDR où on se bat. Enfin, nous, on est les premiers à jouer à ce genre de truc et ça nous va très bien. Mais c'est quand même intéressant de comprendre ce qui se passe, de décortiquer un peu la façon dont on pratique nos hobbies et de comprendre pourquoi en fait on en est là et aussi de s'inspirer de ce qui se passe. Donc effectivement dans la sphère JDR indépendant, il y a tout un tas de jeux non violents, ouvertement non violents comme tu dis Grim, et qui permettent d'explorer d'autres philosophies, d'autres façons de jouer. Et du coup, la dernière partie de cet épisode, elle va être consacrée au fait d'intégrer la violence dans les jeux non violents. Alors faites l'exercice inverse. Vous prenez les mécaniques. Oui, mais du coup, ça marche comment? Voilà, le fameux jeu avec les lapins, voilà. Voilà. Ça s'appelle Étouffe Lapin en fait. Alors en fait, on prend toutes les mécaniques de combat et reliées à la violence d'un jeu comme Donjons et Qu'on Dragons et on maîtrise les bien, inclut dans des jeux non violents. Les Non, ça monstres. devient vraiment bizarre et ça devient enfoirés. vraiment horrible. Ouais. Non, c'est peut-être pas la solution. Non mais blague à part, est-ce qu'il y a des jeux non violents qui ont attiré votre attention? Bah du coup, dans la liste de Mathieu B, il y en a un qui a attiré il y a un jeu qui a attiré mon attention juste par son titre. Donc ça s'appelle L'Automne des Géants. Poétique. Ouais, déjà ça sent le titre poétique. Donc c'est un jeu de Mélodie Saturne et qui est traduit par Mathieu B, qui est dispo donc c'est alors itch.io. C'est un site qui rassemble des créations de créateurs indépendants justement. Il y a beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de créateurs de jeux de rôle qui sont dessus. D'ailleurs, pareil dans l'épisode sur la bagarre, on mentionnait Airwick, donc les jeux qu'il a écrits sont disponibles sur ce site. Et donc j'ai récupéré le PDF de l'Automne des Géants. En fait, ce qui m'a aussi touché, c'est qu'on voit très vite que dans les inspirations, ça rejoint Shadow of the Colossus, The Last Guardian, qui sont des jeux qui me parlent un peu. Donc le principe du jeu, c'est que l'hiver approche, nous sommes les amis d'un géant, et nous allons accompagner ce géant jusqu'à son refuge pour l'hiver, puisqu'il va hiberner. Donc ça raconte un voyage. C'est un jeu sans MJ, donc narration partagée. En fait, on va tous interpréter le géant à tour de rôle en arrivant dans différents lieux. Les lieux sont ces 11 cartes qui sont disponibles dans le jeu, qui sont inclus dans le jeu. Chaque carte donc va décrire un lieu en quelques points clés. Et donc on va avancer de lieu en lieu. Entre chaque avancée, soit on va affronter un périple. Donc le jeu peut devenir un peu violent puisqu'un des périples, c'est rencontrer un chasseur de géants. Donc là, nécessairement, même si la résolution peut être totalement pacifique et non violente, on peut en inclure. Mais c'est toujours... Le jeu est quand même orienté sur le fait que ça doit être la volonté de tous les joueurs, que tout le monde doit être d'accord, que tout le monde doit se sentir à l'aise avec les choses qu'on va aborder. Et sinon, il peut y avoir des moments de repos, des moments au coin du feu. Je crois que, d'ailleurs, quand on discutait avant d'enregistrer, Mathias, tu nous parlais de la session de roleplay feu de camp, où justement ça a été que de la discussion et de l'alimentation de background. Bien sûr. C'est vrai que c'est des choses qui sont vachement agréables et on est vraiment sur du voyage, de la découverte d'environnement, de la description d'environnement, et je trouve ça très poétique. Et puis moi, ça me donne envie de repartir faire des randos avec mes copains et d'aller passer des nuits à la belle étoile avec un feu de camp. Et ben ça, c'est mignon. Ouais. De quoi se faire des parties beaucoup plus contemplatives, Ouais. beaucoup plus descriptives aussi. Et c'est bien aussi d'entretenir une certaine lenteur, de prendre son temps, de se figurer de beaux paysages, de beaux instants, et pas forcément de rusher, de foncer, d'aller découper des trucs. C'est ça qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est que ça explore. En fait, comme on détache toute notion de combat, on va commencer à chercher. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais on va chercher à explorer des émotions, des sentiments à travers cette création de fiction qu'on peut faire en groupe, quoi. PL, Ouais. ton jeu non violent. Ah, je dois vraiment le dire. Si Non, tu je devais- devais en retenir. Si tu devais. Si je devais. On sait que t'en as pas envie, mais si tu devais en retenir. Si je devais, eh bien, écoutez, si je devais, je parlerais d'un jeu dans un univers japonisant, parce que j'aime bien ça, j'aime bien le Japon. Et le jeu s'appelle Sad Oni
Les Oni sont donc des sortes de créatures plus ou moins maléfiques, équivalent des génies dans d'autres cultures. Et en fait, ce jeu, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va devoir tisser des relations avec des créatures du folklore japonais pour pouvoir reconquérir l'amitié et redonner confiance à son ancien ami, le Oni bleu, qui est tout triste. Et en fait, le jeu est vraiment intéressant du fait que il n'emploie aucune mécanique de combat. Donc, principe des jeux non violents dont on parlait. Il y a quand même possibilité d'être dans une sorte d'opposition, ce qu'on peut se fâcher, entre guillemets. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est quand même écrit comme un enfant de 10 ans et qui dit « je suis fâché ». Hein. Mais non, on a la possibilité de se fâcher contre un esprit en gros, quand ces actions ne nous vont pas, ou qu'on a envie de changer nos points d'influence qu'on a vis-à-vis de lui. Donc ça c'est le seul truc qui est négatif, on va dire potentiellement violent, mais bon, voilà, se fâcher, ça arrive à tout le monde tous les jours, et on ne le prend pas. Surtout que je suis en train de voir ta casquette, il y a marqué rage dessus. Ah oui, pardon. Ouais, c'est casquette Red Lantern, hein, c'est par rapport aux comics, mais bon. On peut tout à fait se fâcher sans être violent. Oui, voilà, tout à fait. Et sachant que les 9 dixièmes des interactions, c'est des interactions qui vont être basées sur l'écoute, sur le fait de flatter ou de rigoler avec un autre PNJ, du coup. Ça peut être aussi avec des personnages, mais globalement, c'est un truc qu'on peut faire avec énormément de PNJ et se créer sa petite histoire dans ce monde des esprits japonais et avoir un quotidien qui nous amène petit à petit vers un moment de rédemption, de gentillesse et de bienveillance, surtout. Ouais. Et je pense que c'est le genre de jeu qui, en plus, dans la façon dont tu nous expliques ça, en tout cas, c'est un jeu qui permet d'explorer, justement, de la discussion et de finalement, qui peut permettre de s'améliorer, on va dire, dans notre communication avec les autres aussi, et justement de... Ouais, déjà en tant qu'acteur, entre guillemets, de JDR, ouais. En tant que joueur dans le JDR, ça t'aide juste à améliorer tes talents oratoires. Mais oui, en fait, c'est presque c'est presque une expérience sociale JDR, quoi. Genre, donc oui, tu es là aussi pour interagir avec les gens et juste apprendre à avoir une communication non violente. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez important et assez intéressant, quoi. Oui. Et toi, tu avais un jeu, Mathias ? Oui, et moi je vais finir... Warhammer V2. Exactement. Non. Le jeu dont je voudrais parler s'appelle Kozil par Gaël Sacré. Je crois que c'est Sadonis et Gaël Sacré aussi, non ? Alors non, Sadonis c'est un jeu de David Kentaro Jackson. Il a été traduit par Monsieur Alceste, mais dans la relecture, il y a Gaël Sacré. D'accord, donc d'accord. Voilà, ce monde du JDR 1D tout à fait. Est assez petit. C'est ça. Donc Gaël Sacré, en tout cas, est l'auteur de Kozil. Et sur Kozil, qui est d'inspiration ouvertement Animal Crossing, on nous propose C'est juste qu'il n'avait pas les droits. Un Nintendo, bien sympa. On nous propose de créer notre propre île, tout simplement, en la dessinant. Donc c'est collaboratif, hein. Ça peut jouer seul, mais si on est en groupe, c'est parfaitement collaboratif. On dessine ensemble sa petite île, on place ses points d'intérêt, les bâtiments. On crée son petit personnage, qui peut être tout à fait humain ou un petit animal sympa, avec une fiche de perso minimaliste. Et on crée aussi les petits habitants. À partir de là, on a des cartes d'événements, donc ça peut être des événements, un habitant a besoin d'aide, il y a un concours de surf ou que sais-je encore. Et on anime finalement toute la vie qu'il y a autour de cette petite île et chacun son tour. On va ça t'a marqué notre petit tour au donjon Quetch pour le surf. On dirait. C'est ça qui t'a donné envie de jouer à Kozil, j'en suis sûr. Punaise, comment il sait. On ne peut donc rien lui cacher. Et voilà, c'est vraiment axé autour de la collaboration, d'une certaine forme d'entraide aussi. A priori, la violence n'est pas du tout un sujet. Il n'y a évidemment aucune règle de combat et il n'y a rien de tout ça. Et le but, voilà, c'est vraiment de faire vivre cette petite société
et de l'améliorer au fur et à mesure. Alors pour ceux qui connaissent Animal Crossing, on peut également entreprendre des chantiers de rénovation de bâtiments, de création de bâtiments. Après, c'est tout à fait libre. On peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'une partie de l'île soit inexplorée. Et donc ça peut être aussi une aventure qui est tout à fait sympa. Et là, bim, un T-Rex. ouais, Direct, un dans T-Rex sa gueule. qui vous bouffe et qui vous court jusqu'au village, qui dévore Tom Nook. Et... Non, attends, Ah, non. on est encore en train de Alors on déborder- sait qu'on a de tous déborder, envie là. qu'un T-Rex dévore Tom Nook. Mais... Ce que j'apprécie, c'est le côté... ce qui donne envie, je trouve, c'est le côté extrêmement vivant, finalement, du jeu. Que toutes les idées soient encouragées, parce que chacun va avoir, pour animer ce petit environnement, tout un tas d'idées différentes. Et je pense que c'est vraiment la jonction de toutes ces idées-là sur des points, des aspects finalement de la vie sur l'île différents qui vont permettre de rendre le tout hyper animé. Et ça doit être vraiment très sympathique à jouer. Oui, c'est vrai que là, il y a un côté un peu jeu de gestion aussi Oui. qui rentre en compte. D'ailleurs, le fait que tu parles d'Animal Crossing, ça me fait penser à un autre truc qui est en lien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de jeux non violents. Je pense que ça se rapproche quand même de certains jeux indés en jeux vidéo qui ont maintenant une appellation. Ça fait à peu près 2 ans qu'il y a cette appellation qui a été créée et qui commence à se développer. C'est les wholesome games, Ah oui, donc les jeux sains, les jeux Bienveillants. bienveillants. Et justement, Animal Crossing, c'est un peu parce que c'est un truc, c'est quelque chose qui est très développé dans les jeux indépendants. Mais Animal Crossing, c'est le seul jeu, on va dire triple A, c'est un peu le représentant de ces jeux-là, quoi. Donc c'est assez marrant de parler de Cozy. Alors qu'il y a quand même un peu de violence dedans. ah oui. Pas oublier. parce T'es que- étranglé par des dettes. Bah, c'est vrai que Ouais. dès le début, t'es endetté en fait. Ouais. Auprès Ah de oui. Tom Nook, c'est pas. Après, tu déloges des gens de leurs emplacements parce que tu trouves que c'est pas joli ici. Mais c'est vrai. Tu terraformes toute l'île comme un gros pollueur de merde. Est-ce que c'est pas à ton C'est goût ça. Donc en fait, ouais, Cozy, c'est le moyen de faire Animal Crossing sans tous les trucs qui vont Qui pas vont avec pas. le recul. Tu te fais bully par des guêpes. Enfin, bref. Ouais, ça, Vraiment pas, c'est des ça délires. dépend comment tu vas les emmerder aussi. Ah oui, c'est ça. Non, voilà, donc ouais, je voulais juste mentionner les wholesome games parce que justement, ça rejoint un peu tout ça et peut-être qu'un jour on parlera de JDR wholesome aussi. Oui, peut-être. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quand même né d'une réaction à une offre qui est exclusivement violente et qu'il y a des gens que ça saoule ou à qui ça ne plaît pas ou qui n'ont pas tout à fait forcément le même niveau de tolérance à ça et qui ont besoin d'autre chose. Et il n'y a pas de raison que le JDR soit du découpage de monstres à tire-larigot. C'est On ça. peut en faire autre chose. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est important d'aller explorer d'autres types de jeux parce que ça nous fait reconsidérer aussi la façon dont on joue. Ça évitera peut-être la prochaine fois d'affronter toute situation de conflit avec juste l'envie d'en découdre. Ça nous poussera peut-être à être un peu plus créatifs dans nos approches, aussi bien en tant que MJ qui place des situations qu'en tant que joueur qui évite à tout bout de champ d'user de la violence pour arriver à ses fins, Gourou, si tu nous écoutes. par exemple. Non, Prends-en c'est de la vrai. graine. Puis en plus, ça permet de diversifier l'offre et donc aussi d'amener de nouvelles personnes à jouer. Exactement. Parce que c'est vrai que si on fait que du dungeon crawler, il y a un moment, on va essayer on va rencontrer des gens, on leur dit qu'on est passionné de JDR et qu'on aimerait bien, on a envie de partager ça avec eux potentiellement. Et s'ils arrivent face à ça et que ça les saoule, en fait, qu'ils n'ont pas envie particulièrement de faire un truc un peu bourrin, Il n'y a pas c'est un peu d'alternative. dommage. Il n'y a quoi. pas d'alternative. Tu sinon. changes de connaissance. de Tu changes de pote. Mais c'est vrai que, et pareil, les wholesome games, ça permet justement de diversifier aussi. Par rapport aux jeux vidéo, justement, on voit que ça apporte un nouveau public aussi, et c'est cool, c'est important. Et oui, C'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. c'est ça. Et c'est à encourager de toute façon. C'est sain pour un milieu, je trouve, surtout un milieu de création, que tous les jeux soient pas des copies des uns des autres non plus, Oui, des déjà que influences. ça se diversifie et Voilà. puis que ça se diversifie dans les scénarios, Mm. mais surtout dans les mécaniques et que la proposition que les propositions en fait ne soient pas limitées, Mm. que toute situation permette de découvrir aussi quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle à chaque fois. Parce que c'est sympa de dire ouais, moi je suis un gros fan de tel type de jeu, mais au bout d'un moment tu vas faire 2-3 fois des jeux avec des noms différents mais qui auront exactement les mêmes mécaniques et tu vas te dire c'est cool, je revends la console et puis voilà quoi, Ou le bouquin de règles. ou le bouquin de règles. Bon, je pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet. Ouais, en tout cas de notre point de vue, Ouais, de notre encore point une de fois, vue, voilà. c'est une vision que nous on a sur les choses et je le redis, mais je pense que ça coûte rien de le faire.
On n'est pas du tout. Il n'y a aucun jugement moral, évidemment. Ouais. On n'est pas en train de dire arrêtez de jouer à D&D et autres Warhammer. Continuez allègrement de faire ce que vous aimez faire, c'est le plus important, mais soyez curieux. Ah ouais, sinon, comment on fait pour continuer l'émission nous Bah oui, merde. Un truc, c'est en faisant des recherches sur la violence et le jeu de rôle, du coup, un peu sur Google, bon, ça m'a pas pris non plus. Enfin, comment dire, c'est un des premiers trucs sur lesquels je suis tombé, ça m'a assez surpris. C'est qu'en 2009, il y a eu un projet lancé par un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron, qui était un projet de faire pratiquer du jeu de rôle à des enfants à l'école maternelle. Puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, déjà, il y a le truc de les frontières entre la fiction et la réalité sont potentiellement plus faibles pour eux, Oui. pour les enfants très jeunes. Et en fait, le concept, ça s'est allé sur toute une année. Donc, à la rentrée, donc, tous les élèves faisaient l'objet d'un test qui permettait de les classer dans 5 postures, selon leur réaction à des images évoquant des situations d'affrontement. Donc, ça prenait des images de films ou de choses qu'ils avaient pu voir, en fait. Des situations d'affrontement, de désobéissance et de souffrance. Donc, ils avaient 5 positions. C'était craintif, observateur, agressif, victime et enfin redresseur de tort. Ah, je crois que t'en as oublié un. T'as oublié le gamin trop chelou qui connaît toutes les répliques de tous les films. Ah, Je vais te tuer, Bobby. Le gars a 3 ans, Ouais, c'est alors à là, peine parler, vraiment- mais il sait dire ça. ouais, là, ce serait assez terrible. Et donc, l'idée, c'est qu'après, régulièrement, ils jouaient donc, à ce qu'ils appellent le jeu des 3 figures. Donc, les 3 figures, c'est le méchant, la victime ou le justicier. Et donc, à tour de rôle, donc c'est sur le volontariat des élèves, etc. Et donc, à tour de rôle, en fait, les élèves se retrouvaient faire face à une situation donc, d'agression et ils prenaient différents rôles à tour de rôle, du coup. Et donc, l'objectif, c'était de voir un peu où ils se situaient et comment ils allaient résoudre la situation, en sachant qu'ils étaient encouragés à résoudre la situation de manière non violente. Et entre le début et la fin de l'année, dans leur posture, donc au début, il y en a plusieurs qui se voyaient comme agresseurs ou victimes par rapport au test. Et ils sont passés à si je me retrouve face à une situation, je serais donc rarement redresseur de tort, hein, ça c'est quand même un peu exceptionnel. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se disaient maintenant, si je me retrouve face à une situation comme ça, je vais pas forcément essayer de rentrer dans quelqu'un ou de me laisser faire, mais je vais essayer de trouver une solution pour arrêter la situation et m'en aller, quoi. Et pas être dans le triangle infernal ouais. de victime ou d'agresseur. Ouais. Ou de redresseur de Et- tort, du coup. Bon, pour conclure, donc 4 points à retenir sur la violence dans le jeu de rôle. Enfin, 4 points en tout cas pour résumer un peu tout ce qu'on dit là. Donc, on ne renie pas les JDR avec de la violence. Ça peut toujours avoir toujours ce but cathartique qui existe. Et puis, ça fait partie des pratiques de chacun. Mais en tout cas, c'est toujours important de se questionner sur ce sujet et de pas faire les choses simplement parce que c'est comme ça, de jamais se dire parce que c'est comme ça. Aussi, on l'a dit dans l'épisode sur la bagarre, mais la violence n'est pas la solution. C'est quand même bien plus intéressant et récompensé d'ailleurs d'aller vers des solutions plus intelligentes que juste foncer dans le tas. La preuve, quand on parle de combat mémorable, généralement le combat le plus mémorable, c'est celui où on a planifié un plan de malade en amont. Et quand on arrive sur le combat, on applique le plan, ça se déroule bien, on est super content. Et en fait, c'est ce truc-là dont on va se souvenir. Troisième point, le fait de jouer à des jeux sans violence, ça permet quand même d'explorer d'autres émotions et donc d'autres facettes du jeu de rôle. Et enfin, la violence, c'est quelque chose de marquant, c'est pas anodin. En enlever la banalité rend ça bien plus intéressant, en fait. Donc c'est aussi ça, faire des combats pour faire des combats, c'est toujours pas forcément très intéressant, que si on en enlève toute la banalité, ça devient vachement plus intéressant. Mettre plus d'enjeux et montrer Voilà. qu'il y a des conséquences. Ouais, C'est ça. Et ben c'est nickel, on est bon ? C'est bon. Oui. Alors tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao !